journal sur Eden TV. Bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, le passage des membres du gouvernement devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Ce mardi, ce sont les ministres de l'Agriculture et de l'Énergie qui sont allés présenter aux parlementaires les budgets de leur ministère. Bientôt, un centre international de recherche pour répondre aux effets néfastes des changements climatiques sur l'agriculture. L'idée est du président Talon. Il a exprimé au sommet des chefs d'État et de gouvernement à la COP 22. Et puis, pas de but dans la rencontre amicale France-Côte d'Ivoire d'hier. Les deux sélections se sont séparées sur un score nul de 0 but partout. Et on ouvre cette édition par cette information. Plus de 30 personnes depuis hier ont été arrêtées et placées en garde à vue dans le dossier Ségub, société d'exploitation du guichet unique du Bénin. Il est reproché à la société l'insuffisance de la fiabilité du système de détermination de la redevance collectée. Vous en saurez davantage dans les prochaines heures. La session budgétaire s'est poursuivie ce mardi à l'Assemblée nationale. C'était l'occasion pour Delphin Cour-Dandé d'effectuer son passage devant la commission budgétaire. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a justifié le budget 2017 de son département par la nécessité de la mise en œuvre de nombreuses innovations dans son secteur. Dans le même rôle que lui aussi hier, Jean-Claude Roussou. Pour sa part, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines a mis l'accent sur l'accès des Béninois à l'eau et à l'énergie. Et avant ces ministres, ce sont plusieurs autres membres du gouvernement qui sont passés devant la commission budgétaire du Parlement, comme Oswald Omeki, le ministre des Sports, qui prévoit 18 milliards de francs CFA pour 2017 en temps œuvré pour la promotion du sport dans tout le Bénin. Le passage des ministres devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale s'est poursuivi ce lundi. Chaque ministre a présenté aux députés les grandes orientations de son projet de budget pour l'année 2017. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Pascal Ironé Koupaki, a défendu le budget de la présidence de la République. Il a expliqué que plusieurs refontes de l'administration ont eu lieu et donc, avec peu de moyens, beaucoup de choses peuvent être faites. Le budget du secrétariat général de la présidence comprend le budget du cabinet du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, comprend aussi le budget du secrétariat général du gouvernement, comprend le budget de tous les organismes qui sont rattachés au secrétaire général de la présidence. Donc c'est l'ensemble de ces budgets consolidés qui donne un montant de moins 3 milliards. J'ai expliqué aux députés qui ont estimé que c'était trop faible. J'ai dit qu'en 2018, on aura des projets. La rationalisation de la direction des archives nationales, c'est un projet. La rationalisation de la direction du journal officiel aussi, c'est un projet. Le ministre de l'Enseignement secondaire, Lucien Kokou, a fait le même exercice et annonce aux députés les réformes envisagées pour rendre performant le système éducatif dans l'enseignement secondaire. Un recrutement massif se fera pour pallier le manque criard d'enseignants. Le budget du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle est passé de 61 milliards poussières en 2016 à 78 milliards 800 millions pour 2017. Vous devez avoir constaté un petit accroissement. C'est lié fondamentalement au prochain recrutement d'enseignants en décembre. C'est lié aussi aux réformes à mettre en place pour améliorer les résultats de nos examens au cours de l'année 2016. Quant au ministre des Sports qui était allé également présenter son budget au Parlement, il a mis l'accent sur les grandes orientations de son département ministériel et les subventions des fédérations sportives. Le budget 2017 du ministère des Sports va être une première parce qu'il sera de 18 milliards de francs, dont 12 milliards donc de PIB et 6 milliards de dépenses ordinaires.
avec un besoin de dépenses additionnelles qui s'élève à 3 milliards sur lequel l'Assemblée doit se prononcer éventuellement. Le budget dont j'ai parlé n'a pas seulement pris en compte les subventions, c'est un budget important qui prend en compte la promotion du football à la base. Nous allons instituer les classes sportives dans toutes les disciplines sportives majeures. Nous allons avoir sur l'ensemble des 77 communes du Bénin des conventions avec les communes pour avoir des équipes dans plusieurs disciplines qui ont été identifiées, que je présenterai un peu plus tard. Nous allons avoir un programme de construction et de réhabilitation d'infrastructures sportives sur l'ensemble du territoire national. Nous avons un programme de bourses sportives pour nos meilleurs athlètes qui auront été détectés. Nous avons un programme de construction de 12 académies départementales pour prendre en charge dans chaque département du Bénin les talents qui sont sélectionnés à l'issue des compétitions entre les communes. À la suite de ces ministres, d'autres membres du gouvernement iront défendre leur budget au Parlement. C'est une table ronde entre l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique près le Bénin et les journalistes béninois, comme on n'en note pas souvent, qui a eu lieu ce mardi à Cotonou. Un an après la présentation de sa lettre de créance, Lucie Tamlin a eu un échange avec les hommes des médias pour évoquer la nature des relations entre les USA, le Bénin et l'Afrique. C'était également un rendez-vous d'annonce. Fréjus Ferrand, Fréjus Fiossi. Ce rendez-vous d'échange entre les journalistes béninois et Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis près le Bénin, intervient un an après la présentation de sa lettre de créance à l'ex-chef d'État Boni Yayi et quelques jours après l'élection du républicain Donald Trump à la tête des États-Unis d'Amérique. Et compte tenu de la personnalité de l'homme, la première préoccupation des hommes des médias a été de s'enquérir de la nature des futures relations entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Lucie Tamlin, elle, a voulu être rassurante. La politique américaine vers l'Afrique est très stable. Depuis les dernières 20-25 années, avec les administrations, avec les gouvernements républicains, les gouvernements démocrates, on a eu une politique d'accroître l'assistance vers l'Afrique. C'était une politique de président Bush de commencer le Millennium Challenge Corporation, par exemple. Et aussi PEPFAR a été entamé par le président Bush, lui, républicain. Donc, soit gouvernement républicain, soit gouvernement démocrate, nous voyons qu'il y a un consensus bipartisan entre les deux membres de notre Congrès pour appuyer, collaborer, être partenaire avec l'Afrique. À la question de savoir que fait concrètement les États-Unis d'Amérique pour le Bénin, Lucie Tamlin a fait mention des dons et formations à l'endroit des agents de la police judiciaire du Bénin, des programmes d'échange, mais elle a aussi fait cas d'autres programmes initiés par son pays en faveur du Bénin. Le programme YALI est un bon exemple de ce que nous faisons avec la jeunesse. Le programme YALI vise à donner les jeunes qui sont déjà accomplis une opportunité de voyager aux États-Unis, d'avoir les stages aux États-Unis, de faire le networking avec les autres jeunes africains. Chaque année, dans le secteur de la santé, nous octroyons vers 25 millions de dollars par le biais des ONG et les organisations internationales. Pas toujours directement avec le gouvernement. Le Millennium Challenge Compact avec le Bénin qui devrait entrer en vigueur en mars 2017 a été aussi évoqué. Donc avec ce compact, on va octroyer presque 400 millions de dollars dans un délai de 5 ans. Donc on ne va pas dépenser tous les fonds au même moment, donc ça va être alloué pendant les 5 années. Ça va être la plus grande augmentation de notre assistance financière. Et ce programme vise à augmenter l'accès à l'énergie fiable. C'est par une triste note relative aux volontaires du corps de la paix qui dispose de 75 bénévoles américains au Bénin que Lucie Tamlin a mis un thème à cette table ronde. Et il y a 8 ans, il y avait une jeune volontaire qui a été assassinée tragiquement au Bénin. Qui, jusqu'à ce moment, le système judiciaire n'a pas pu rendre justice. Et ça, pour moi, c'est une grande source de tristesse, vraiment.
parce que pour sa mémoire, pour sa famille et pour tout le corps de paix, il faut que le cas soit traité dans le système judiciaire. Jusqu'à ce moment, on a attendu beaucoup d'années. C'est trop de temps, c'est trop de temps. C'est peut-être une action de tous les jours pour vous, le maquillage, une technique de valorisation de la beauté de la personne humaine, une activité aussi qui peut parfois présenter des conséquences insoupçonnées. C'est tout un art, une étape importante dans le processus de mise en valeur de la beauté féminine. Le maquillage du visage, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, constitue un moyen efficace pour souligner la beauté et masquer les imperfections d'un physique. Ainsi, la personne maquillée devient plus jolie et beaucoup plus attrayante. Mais réussir à relever la splendeur d'un visage par le maquillage, c'est toute une démarche. D'abord, pour faire un maquillage, il faut d'abord démaquiller la personne, c'est-à-dire si la personne est venue à l'institut tout transpirant avec des sueurs, poussières dans le visage, on ne peut pas la maquiller tout de suite. On doit la démaquiller, essuyer ses sueurs, ses poussières, et puis maintenant commencer à appliquer et puis commencer la procédure du maquillage qui est placer le fond de teint, étaler le fond de teint avec une éponge, et puis maintenant la poudre avec les petites houppettes, et maintenant bien la maquiller, mettre les paupières, relever les cils, etc. Il existe 3 types de maquillage et chacune correspond à des circonstances bien précises. Le maquillage de jour, c'est un maquillage qui est discret. Un maquillage simple que tu peux faire quand tu veux sortir. Bon, par exemple, le maquillage de nuit, c'est un peu attirant, quoi. Et comme là, on utilise des produits qui brillent un peu, qui attirent un peu. Maintenant, il y a les maquillages qui frappent, c'est-à-dire, et le maquillage de cortège. Ça, c'est des maquillages qui fait briller la nuit. Une dernière étape est nécessaire pour éviter les problèmes de peau après le maquillage. Il est important que quand nous nous maquillons le matin ou bien dans la journée et aller assister à n'importe quelle cérémonie, le soir ou bien aller quand tu reviens du travail, le soir, la femme doit se démaquiller avant de se coucher. Parce que quand à chaque soir, quand tu reviens du travail, ou bien à chaque fois quand tu reviens d'une cérémonie, que tu ne te maquilles pas, tu dors avec le maquillage, ça change ta figure, ça te rend un peu vieille après. C'est pourquoi il est conseillé de se démaquiller à chaque fois quand tu reviens à la maison. La pratique du maquillage au quotidien permet à des centaines de millions de femmes principalement de faire valoir leur charme et leur beauté. Mais il faut souligner que l'usage de produits inappropriés, le non-respect de certaines règles sont susceptibles de causer des problèmes de santé à ces personnes. Environnement COP22 à présent. D'abord, les défis de cette rencontre internationale sur les changements climatiques qui se déroule à Marrakech au Maroc. Il concerne la transition énergétique et le financement des efforts pour mettre notre planète à l'abri des effets néfastes des changements climatiques. Écoutez. Marrakech aussi va permettre au financement de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 prévus par les pays parce que jusque-là, les pays du Sud attendent toujours la concrétisation de cette promesse qui tarde à prendre. Donc, Marrakech va servir d'avancer dans la discussion et de savoir réellement si à partir de 2020, on pourra mettre en œuvre ce programme. Et rappelez-vous bien qu'à Paris, on disait que les 100 milliards n'étaient qu'une base, donc ça pouvait évoluer. Donc je crois
qu'on ne va pas que passer le temps à dialoguer, mais cette fois-ci, c'est encore d'aller en profondeur sur les négociations pour pouvoir arriver à ça. Et aussi, il y a la question de la transition énergétique, parce que nous, les pays du Sud, nous voudrions bien acquérir cette technologie pour développer des énergies moins polluantes. Mais pour le moment, sur le marché, la technologie n'est pas à notre disposition. Donc, il nous faudra l'acquérir. Il nous faudra acquérir les compétences pour développer cette technique. Et la discussion se base également sur ce plan-là pour pouvoir nous aider, les pays du Sud, au transfert des technologies et au transfert des fonds pour permettre aux pays aussi les pays du Sud qui sont le plus touchés par ces problèmes climatiques de s'adapter. Il est donc question d'aider ces pays en développement à trouver d'autres moyens de production d'énergie. C'est pourquoi le thème de la conférence est énergie et changement climatique en fait. Donc de trouver d'autres moyens. Et c'est l'énergie solaire, c'est le biogaz. Donc c'est l'énergie produite à partir des déchets, ainsi de suite. C'est ça qui serait financé par les pays en développement, les pays développés pour aider les pays en développement. Donc c'est cet accord qui est fait à COP 22 et avec des démonstrations où des pays qui sont un peu en avance ont montré comment est-ce qu'on peut utiliser l'énergie solaire désormais pour pouvoir produire de l'énergie et laisser vraiment les énergies fossiles. Donc c'est à peu près ce qui se dessine au niveau de COP 22 et le 16 novembre, en dehors de ce qui est fait dans l'ensemble, tous les pays africains vont se réunir maintenant et réfléchir ensemble pour voir dans quelle mesure ces fonds seront mobilisés et comment ils peuvent vraiment les réutiliser. On en vient maintenant au discours du président de la République à la COP 22 au sommet des chefs d'État adossé à cette COP. Cette annonce du président Talon, la création d'un centre international de recherche pour répondre aux effets néfastes des changements climatiques sur l'agriculture. Cette volonté du Bénin procède, ou plutôt cette action du Bénin procède de sa volonté de contribuer à poser entre la COP 22 et la COP 23 des actes concrets qu'imposent au pays l'enjeu des changements climatiques. Outre le président Talon, plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement sont montés aussi à la tribune de leur sommet à la COP 22 pour exprimer leur position sur les changements climatiques. Commentaire Antoinette Sago. COP 22, un tournant décisif sur le changement climatique, car la sauvegarde des espèces et la protection de la nature pour les générations futures en dépendent. Ce mardi, au moins 80 chefs d'État ou de gouvernement ont fait le déplacement à Marrakech pour assister et prendre des décisions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, la conférence de Marrakech constitue un tournant décisif dans le processus de mise en œuvre de l'accord historique de Paris. L'humanité entière place de grands espoirs sur les décisions qui seront prises au cours de cette conférence. De fait, elle attend plus que la simple annonce d'engagement et de principe pour enrayer le réchauffement climatique et en atténuer les effets. L'inaction serait désastreuse pour le monde, serait désespérante pour les générations futures et serait dangereuse pour la paix. Pour le président du Niger, l'accord sur le climat est indispensable pour sauver le continent africain des dégâts du réchauffement climatique. Notre continent est engagé à se battre et à faire face, notamment en prenant des mesures ambitieuses et indispensables pour son développement suivant une trajectoire de durabilité. L'Afrique a ainsi lancé l'initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables à la COP 21 afin de garantir un accès universel à toutes ses filles et ses fils à l'horizon 2030 avec 300 gigawatts de capacité d'énergie renouvelable. Préoccupé par les propos de Donald Trump sur les changements climatiques lors de sa campagne présidentielle, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exprimé ses attentes vis-à-vis du nouveau président des États-Unis. About our expectations, and I hope that duly elected President-elect
Je pense avoir longuement expliqué nos attentes et notre espoir que le président nouvellement élu, Donald Trump, entendra et comprendra le sérieux et l'urgence de l'action climatique. Je pense qu'il comprend qu'il y a des forces du marché déjà à l'œuvre sur cette problématique et que nous avons besoin d'exploiter ces forces pour le bien de la planète et toutes les espèces qui sont sur cette planète. Et comme je le disais précédemment, ce qui était auparavant impensable est à présent devenu imparable. And I've been saying that, as I said earlier, once seemed to be unthinkable, has now become unstoppable. Pour confirmer la volonté des États-Unis à lutter contre le réchauffement climatique, le secrétaire d'État John Kerry prononcera un discours soulignant l'urgence de l'action climatique qui constitue le plus grand défi du temps. Pour y défendre l'intérêt de l'Afrique, une trentaine de chefs d'État africains se réunissent ce mercredi en sommet, toujours à Marrakech, afin de donner une nouvelle impulsion à la lutte contre le réchauffement et la construction d'un modèle de développement durable sur le continent. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la COP22. En RDC, le président du pays a affirmé sa détermination à régler la crise politique qui mine le pays liée au report du scrutin présidentiel. Et pour Joseph Kabila, l'accord issu du dialogue national est la seule feuille de route pour régler ce problème. En octobre, la majorité et une frange minoritaire de l'opposition congolaise sont convenus dans un accord politique du report des élections et de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale dirigé par un premier ministre issu de l'opposition. L'accord constitue aujourd'hui la seule feuille de route mise au point par les Congolais eux-mêmes, a déclaré le président Kabila lors d'une adresse solennelle aux députés et sénateurs. Conformément à l'accord politique suspensionné, je désignerai donc incessamment le Premier ministre qui aura la charge de former le gouvernement d'union nationale. Dont la mission principale sera de conduire le peuple aux élections, tout en préservant les acquis économiques et sociaux de 15 dernières années. Le chef de l'État a mis en garde contre toute tentative de vouloir s'emparer du pouvoir de l'État par la force, alors que dans quelques mois, les scrutins seront organisés. Soucieux de mes responsabilités de garant du bon fonctionnement des institutions, je ne peux permettre que la République démocratique du Congo soit prise en otage par une frange de sa classe politique. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. Au pouvoir depuis 2001, Joseph Kabila, à qui la Constitution interdit de se représenter et dont le mandat expire le 20 décembre 2016, a promis de respecter la Constitution dans son intégralité. Politique en France, ça y est, c'est fait. Emmanuel Macron sera bel et bien candidat à la présidentielle de 2017. Il a annoncé sa candidature ce matin. L'ancien ministre des Finances dit vouloir se démarquer de la gauche et de la droite française. Justement, parlant de la droite, son calendrier des primaires annonce un troisième débat entre ces candidats pour le jeudi 17 novembre, dans 24 heures donc. Mais qui sont-ils, ces candidats à l'investiture de la droite à la présidence? Réponse dans ce sujet. En avril l'année prochaine, la France choisira son nouveau président. Et la course aux primaires a déjà commencé. 11 candidats se sont présentés à la haute autorité. Mais le 21 septembre, seulement 7 candidats ont été retenus. Mais qui sont ces prétendants? Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, Jean-François Copé, Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-Frédéric Poisson. Lors du mandat de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012,
4 de ces candidats étaient déjà ministres. Juppé et Fillon ont tous les deux été premiers ministres. NKM était ministre de l'écologie et de l'environnement. Et Bruno Le Maire était ministre de l'agriculture. Mais les carrières entrelacées de ces politiciens avaient déjà commencé longtemps avant la présidence Sarkozy. Parmi les ministres en lice, 4 étaient aussi ministres sous Jacques Chirac. La rivalité entre Chirac et Sarkozy est bien connue. Chirac avait mal digéré que Sarkozy soutienne la candidature d'Édouard Balladur en 1995. Malgré cette trahison, Chirac gagne les élections et nomme tout de même Sarkozy ministre de l'Intérieur. Copé, lui, était ministre du Budget, Fillon a occupé plusieurs postes ministériels, Juppé a toujours gardé de bonnes relations avec Chirac et il a été brièvement Premier ministre avant la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais même avant tout ça, 3 des candidats étaient présents dans le gouvernement de cohabitation d'Édouard Balladur, durant l'ère Mitterrand. Mis à part Jean-Frédéric Poisson, qui a accédé à la primaire grâce à une alliance avec les chrétiens démocrates, le jeu des primaires se fera encore une fois avec les mêmes acteurs. Et pour certains, ces candidats de la primaire n'offrent que peu de renouvellement de la classe politique depuis les années 90. Sport, on reste en France pour en parler. Le match amical qui opposait les Bleus et les Éléphants s'est achevé par un score nul de 0 but partout. Maroc-Togo 2-1, Angleterre-Espagne 2 buts partout et Allemagne-Italie 0-0 sont les résultats des autres matchs amicaux de ce mardi. Sport encore, vous allez voir maintenant la matérialisation de la volonté de la Corée du Nord d'améliorer son image à travers le sport. Le pays s'imagine même être la terre du futur Messi. Le leader suprême Kim Jong-un en a fait une priorité stratégique. C'est sur les terrains de sport que la Corée du Nord va redorer son blason. Pour les entraîneurs de l'école de football internationale de Pyongyang, l'objectif est donc clair. Notre but, c'est d'entraîner nos étudiants pour qu'ils deviennent de grands joueurs de l'équipe nationale, des champions encore meilleurs que Lionel Messi. Cette école a ouvert en 2013 pour former ceux qui intégreront un jour l'équipe nationale. 200 élèves, filles et garçons, s'entraînent mais aussi vivent et étudient ici. L'académie a d'ailleurs développé, sur une idée du leader, dit-on, une méthode unique à la Corée du Nord entre chorégraphie et conduite de balle. Et comme les gestes techniques, la rhétorique des étudiants est bien huilée. Nous sommes dans cette école pour devenir de bons footballeurs, quoi qu'il arrive. Mon but, c'est de devenir un grand footballeur, pour amener la gloire à mon pays et à l'équipe nationale. Une sélection nationale qui aura bien besoin de ses talents. La Corée du Nord est à la traîne au classement FIFA, loin derrière la 100e place, et elle est déjà éliminée du prochain mondial. Pour changer ça, la fédération a récemment engagé un entraîneur norvégien, une ouverture qui doit aussi s'appliquer aux jeunes joueurs, selon lui. Ils essaient de faire venir des gens expérimentés de l'extérieur désormais, avec moi comme sélectionneur et mes contacts dans le monde entier, surtout en Europe. Ils veulent de cette influence extérieure. Et c'est très important que les meilleurs joueurs, après cette académie, aillent à l'étranger, en Italie, pour s'entraîner là-bas. C'est le football féminin qui a pour l'instant connu le plus de succès. Les seniors ont remporté 3 Coupes d'Asie de 2001 à 2008 et les moins de 17 ans viennent tout juste d'être sacrées championnes du monde. Le futur Lionel Messi nord-coréen, s'il existe, est donc peut-être une fille. Cette édition va s'achever. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, mais aussi sur notre site internet benin-den.tv. Merci de nous avoir suivis.